L'histoire commence par une scène chaotique sur le pont de Pearl Street, la nuit. Un homme tient une femme en otage sous la menace d'une arme. Un reportage de Karen Cross indique que la commission de révision a estimé que l'inspecteur Canton Connor, partenaire de l'inspecteur York, n'était pas responsable de la fusillade sur le pont de Pearl Street. Le lendemain, à l'American National Bank de Seattle, Lawrence et 4 autres hommes se préparent à braquer la banque. Lawrence tire un coup de feu au plafond et ordonne à tout le monde de se mettre à terre. L'un des braqueurs se dirige vers les chambres fortes avec un sac de sport. Lawrence ordonne au directeur de la banque de bloquer toutes les entrées à l'aide du système de sécurité. Pendant ce temps, la scène se déplace dans un motel où Jenkins, un personnage qui attache ses boutons de manchette, est vu avec Teddy Galloway, qui semble vulnérable. Un voleur fait exploser des explosifs en plastique dans le coffre-fort. Pendant ce temps, Teddy, dans un motel, reçoit un appel au 911 et s'identifie comme le détective Galloway. Il arrive sur les lieux et ordonne que tous les points d'accès à la banque soient identifiés et couverts. Lawrence communique avec l'inspecteur Coe, affirmant son contrôle sur la banque et formulant sa demande. Pendant ce temps, Connor reçoit la visite de Jenkins et de l'inspecteur Sean Decker dans son appartement. Jenkins informe Connor de la situation à l'American National Bank, où Lawrence, que Connor croyait mort, est en train de commettre un vol. Jenkins informe Connor d'une prise d'otage à la banque et révèle que les auteurs ne parleront qu'à Connor. Connor, Decker et Jenkins arrivent au fourgon de police et rencontrent Teddy et son partenaire, l'inspecteur Vincent Donoco, qui exprime sa désapprobation et son inquiétude quant aux actions passées de Connor. Vincent informe Connor que 4 à 7 hommes lourdement armés retiennent un nombre indéterminé de personnes en otage. Connor communique avec Lawrence, le voleur, qui lui demande de rester au téléphone car il n'a rien de prévu avant l'aube. Lawrence mentionne le pont de Pearl Street, ce qui perturbe Connor et lui révèle que tous les otages, sauf un, sont sains et saufs. Il décide qu'ils doivent y aller. Teddy et Vincent emmènent une équipe du SWAT du côté ouest de la banque. Le commandant du SWAT décide d'entrer, mais Connor l'avertit qu'il s'agit d'un piège, ce qui provoque une énorme explosion qui transforme les alentours de la banque en zone de guerre. Les otages sortent de la banque, terrifiés. Connor et Decker mènent alors la charge dans la banque. Decker vérifie la chambre forte et la trouve vide. Connor franchit une porte marquée « Banque employée only », réservée aux employés de la banque, mais la trouve vide, tandis que Decker conduit son groupe dans un couloir. Teddy et Vincent en sortent. Le commandant du SWAT s'approche de Connor, portant une paire de masques noirs et une armure noire. Vincent informe Connor du nombre de victimes et de blessés de l'explosion. Il précise également que les auteurs de l'explosion étaient au nombre de 5 à 9, tous masqués. Vincent trouve des images qui révèlent un individu identifié comme étant Damon Richard, un criminel connu. Connor et son équipe recherchent les dernières relations connues de Richard. Pendant ce temps, Decker affronte Damon Richard. Decker parvient à blesser Richard, qui poursuit sa fuite désespérée. Decker réquisitionne la moto d'un motard pour poursuivre Richard, qui s'enfuit à bord d'un camion. Pendant ce temps, Connor est également à sa poursuite et finit par percuter le camion de Richard. Connor affronte Richard. Dans l'appartement, les enquêteurs de la scène de crime sont à l'œuvre. L'attention se porte sur Marty Rollins, un agent de la police scientifique, qui flirte avec Decker et présente des preuves d'un plan de voyage, notamment un sac de sport rempli d'argent. Marty révèle que les liasses de billets ne proviennent pas d'American National mais de Pacific Savings à Seattle, ce qui permet de relier l'argent à un précédent vol. Plus tard, Connor et Decker discutent de l'affaire Pacific Savings avec Teddy et Vincent, laissant entrevoir des liens plus profonds. Connor confronte Gina au sujet d'une cachette d'argent liée à un braquage de banque dans leur salle d'épreuve. Gina nie toute implication, prétendant ne pas être au courant des actions de son partenaire Damon. Connor envenime la situation, menaçant de l'inculper de meurtre et de l'emprisonner à vie. Decker observe la situation et s'interroge sur l'éthique de Connor. Connor et Decker approfondissent l'affaire. Connor, avec sa foi inébranlable dans la ligne bleue, suggère que la franchir mène à des ennuis, un sentiment repris par son interaction avec Harry à la salle d'épreuve. La découverte que l'argent devrait se trouver dans la salle d'épreuve donne lieu à un échange tendu avec Harry, qui se met sur la défensive et se désintéresse de lui, et à une accusation ciblée contre Bernie Coe, qui suggère qu'il pourrait être impliqué dans la disparition des preuves. Connor et son équipe découvrent que l'argent trouvé chez Richard est lié au vol de Pacific Savings, sur lequel Coe enquêtait. Les récentes actions de Coe, notamment le retrait de 433 000 $, éveillent les soupçons quant à son implication,
notamment en raison de sa connaissance des opérations de police et de sa colère d'avoir été remplacé par Connor. La scène se déplace dans la maison de Bernie Coe, devenue une scène de crime, où les officiers trouvent Coe mort d'une balle dans la tête, ajoutant une tournure tragique à l'enquête en cours. L'intrigue se corse lorsqu'un mystérieux appel de Lawrence à Connor implique une vendetta personnelle, révélant une obsession pour Connor à travers un mur couvert de photographies de lui. Devant la maison de Coe, Connor et Decker s'interrogent sur les divergences entre le plan présumé et les événements réels, laissant entendre que Coe pourrait avoir été un pion involontaire. La mise à jour de Jenkins sur la réaction du prince saoudien au raid sur Charlotte ajoute une nouvelle couche de complexité. Lors de la visite de la banque, une observation cruciale est faite, les caméras de sécurité sont fixes, et non panoramiques ou rotatives. Decker se rend compte que quelque chose ne va pas avec les angles de caméra pendant le braquage, en particulier une caméra qui a été intentionnellement repositionnée pour obscurcir une certaine zone. La scène passe de la haute tension de leur enquête à une atmosphère communautaire plus détendue qui capture l'essence de leur dévouement à leur travail. Decker interrompt ce moment en annonçant une correspondance d'empreintes digitales alors qu'ils approchent de la résidence de Leigh, une maison moderne surveillée, mais il n'est pas conscient du danger qui se cache dans son reflet. La situation atteint son paroxysme lorsque Lawrence confronte Leigh et qu'un coup de feu est entendu au moment où Connor et Decker arrivent sur les lieux. La tension monte lorsque Connor découvre le corps de Chris et réalise que Decker est en danger imminent face à Lawrence, tapi dans l'ombre. Une fusillade s'ensuit, au cours de laquelle Connor sauve Decker d'un coup de feu, bien que ce dernier soit légèrement blessé. Plus tard, des équipes de secours arrivent et un secouriste soignant la blessure de Decker déclenche une scène intense et moralement ambiguë dans la salle de traumatologie de l'hôpital. Decker utilise une seringue de morphine pour obtenir des aveux de Damon Richard. Pendant ce temps, l'intrigue s'épaissit avec la révélation que Lawrence est en fait Scott Curtis, lié à une série de crimes et frère d'un homme que Connor avait déjà abattu. L'équipe découvre que Curtis élimine systématiquement ses complices et se prépare à intercepter une rencontre qui pourrait se solder par une nouvelle effusion de sang. Decker et Connor, cachés dans l'ombre, surveillent la maison où Jay et Harrington attendent impatiemment d'entrer ou d'attendre le plus gros poisson, Curtis. Le point culminant du scénario s'intensifie lorsque la planque tourne au chaos. L'équipe de Connor est forcée de passer à l'action lorsque leur couverture est découverte, ce qui conduit à une fusillade. Les derniers moments de l'histoire sont à la fois explosifs et sombres, le combat intense entre Connor et Curtis culmine dans une explosion mortelle qui secoue la maison, envoyant Decker et Vincent voler hors de la porte au milieu du chaos et d'une explosion plus importante qui enveloppe la maison dans les flammes. La scène qui suit est celle de la dévastation et de la perte. Les services d'urgence travaillent sur les décombres et la triste réalité s'impose lorsque le médecin légiste ouvre le sac contenant le corps gravement brûlé de l'inspecteur Connor. Dax présente à Decker les preuves d'un vol sans précédent, réalisé grâce à un virus informatique sophistiqué qui a discrètement détourné près d'1 milliard de dollars en effectuant de petits retraits imperceptibles sur des comptes bancaires. Il reçoit un coup de fil inattendu de Lawrence Curtis, le cerveau du casse, qui lui suggère que la quête de justice est un combat permanent. Son enquête l'amène à s'interroger sur la signification de Coe, un nom jusque-là considéré comme anodin. Harry, le policier de la salle des preuves, laisse entrevoir une vendetta personnelle contre Coe et un mépris pour les policiers qui brisent le code bleu du silence. Decker accuse Harry d'avoir imité la signature de Coe et d'avoir élaboré un plan criminel à partir d'un sentiment de justice erroné découlant de l'incident du pont de Pearl Street. Il devient évident que l'histoire ne se limite pas à cela. L'inspecteur Decker, en rassemblant les indices d'un tragique retour en arrière sur le Pearl Street Bridge, se rend compte que c'est York, et non Curtis, qui est le flic corrompu qui orchestre le chaos. Le flashback révèle une erreur de tir fatale lors d'une confrontation, qui a entraîné la mort d'un innocent et l'assassinat du kidnappeur présumé, John Curtis. Dans le présent, Decker et son collègue Dax retracent l'appel de York à Harry et localisent York par GPS. Le désespoir de York conduit à une violente fusillade au cours de laquelle il prend une serveuse en otage. Dans ce jeu du chat et de la souris, le prochain mouvement de chaque personnage pourrait être le dernier. L'inspecteur Decker et l'insaisissable York se déplacent dans un labyrinthe de conteneurs en acier dans un jeu mortel. Dans le final, la poursuite de York par Decker culmine dans une violente bagarre sur les docks. Decker parvient à renverser la situation et à faire en sorte que York soit mortellement empalé sur une pique brisée. À l'aube, Decker et son partenaire Teddy se remémorent les événements déchirants de la journée. Decker, qui a toujours été un détective, est intrigué par une odeur mystérieuse émanant d'un billet de $10. Après avoir réalisé que le billet de $10 dans son portefeuille est marqué d'une odeur utilisée par la police pour retrouver des preuves, il se lance dans une course pour élucider le mystère.
Ses recherches le conduisent à un exemplaire usé du chaos de James Gleick, qui a une importance pour l'affaire. La scène se déplace à l'aéroport de Seattle, où un homme masqué observe Decker et lui passe un coup de fil, ce qui laisse présager un lien plus profond et la possibilité d'une rencontre dramatique. Decker, dans le terminal de Western Airlines, est aux prises avec la révélation que Connor, son allié supposé, est le cerveau du chaos de la journée. Des séquences de flashback révèlent la profondeur de la tromperie de Connor pour mettre en scène sa propre mort, un cadavre portant l'insigne de Connor, un déguisement de pompier et un détonateur à distance pour assurer sa fuite au milieu du chaos.